qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qui se passe là? Mousse est mort, les gars. Comment ça il est mort? Comment ça il est mort? Qu'est-ce que tu racontes là? Rebecca est venue à la maison. Elle l'a trouvé dans sa douche, étranglé avec un rideau de douche. Mousse, il est mort! Oui, oui. Attends, tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vue. Elle est venue, elle nous a tout dit. Elle est arrivée, elle était à la maison avec Linda. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si ça a un lien avec le braquage avec nous. Bébé, on l'a trop bien fait le coup. On l'a pas trop bien fait, putain, on l'a pas trop bien fait. Mais si, c'est impossible, bébé. Bébé, c'est impossible. Calme-toi. C'est pas possible. On l'a trop bien fait, tout était bien planifié. Sauf si on s'est fait balancer. Ben, peut-être qu'on s'est fait balancer, qu'est-ce que je te dise? Il y a une taupe parmi nous alors, les Quelle gars. balance? Y a pas de balance, y a jamais eu de balance. Non, rien, s'arrête, putain. Légal. Et on paraît, oh, y a un mort de putain. Attends, il y a un mort, moi je l'ai pas vu le mort, les gars. J'ai demandé s'il était inanimé et tout. Elle a pris son pouls, bordel, elle était en larmes à la maison, quoi. Oui, tu vois, elle est pas débile. Écoute-moi bien, avec moi, déjà, il avait des dettes. Avec moi. Qui dit qu'avec d'autres personnes, là, il avait pas de dettes? Eh, c'est trop propre ce qu'on a fait. C'est trop propre. On a zéro lien avec nous. Pourquoi tu paniques, là? Je panique pas. Pourquoi tu paniques, Pourquoi là? je panique? Il est raide, mec. Tu rigoles ou quoi? Arrête. Donc, quoi qu'il se passe, il faut qu'on aille au garage, on crame tous les papiers, toutes les mallettes. Il faut tout planquer. Moi, j'ai les gosses et tout, là. Je sais pas quoi faire. Allez, on y va. Viens, on fait le ménage. Vas-y, bombarde. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 2. Cette semaine, émission Truand, Répression et Haute Voltage. Il y a des films pour bercer les enfants, d'autres qui réveillent la révolte endormie. Il y en a d'autres comme Un cheval soumis, d'autres ont la couleur, la violence du meurtre et du sang. Filmer la vie, l'amour et la mort, les saisons, les rêves, le travail et la grève. Au champ, à l'usine, filmez vos efforts. Le cinéma peut tout dire, le meilleur, le pire. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui allait mieux que les autres. Et donc, au programme ce soir, nous allons parler de 3 films. Pour commencer, le nouveau film de Rabah Hammer Zaimush, Le Gang des Bois du Temple, sorti en salle il y a 2 semaines en France. Ensuite, nous parlerons de 2 ressorties en DVD et Blu-ray chez Spectrum Film. Tout d'abord, le film coréen Détention. Taïwanais. Oui, pardon. Attention, Taïwanais, attention. c'est parce que j'ai vu un film coréen. Donc, le film de John Soo. Et ensuite, nous parlerons de Electric Dragon 80 000 volts de Sogo Ishii. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a également, vous l'avez entendu, le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Donc Justine n'est pas des nôtres ce soir, empêtrée comme malheureusement beaucoup trop de gens dans les méandres du salariat et de l'alternance, mais elle reviendra très prochainement. Et à la mise en son de cette émission, nous sommes ravis et heureux d'accueillir un nouveau technicien, un nouveau réalisateur, parce que comme vous le savez, Valentin nous a quittés, lui aussi empêtré dans les méandres de salaire trop gros et du salariat. Donc nous accueillons Ulysse qui va suppléer cette année, et d'ores et déjà, il a quand même réussi grandiosement à faire l'intro, ce qui est pas mal, n'est-ce pas docteur? Mieux que moi la semaine dernière, ça c'est sûr. La semaine dernière, exactement. Donc voilà, avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Ah non. Allez, bra. C'est pas grave. C'est donc que ce sont les agendas. Il fallait bien un couac pour commencer. C'était trop beau pour être vrai. C'est rien. Donc, agenda, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas pour une news, que la quand même nouvelle la plus importante de la semaine, j'ai appris il y a 10 minutes, donc Rihanna et ASAP Rocky ont sorti la première photo de leurs 2 enfants, donc leur premier enfant RZA qui était né il y a 3 ans, et leur fille donc, RZA, c'est oui, ça, Riot Rose, leur fille. Ils ont les influences oui, quand même. claires. Hein, des bonnes influences. C'est pas très cryptique, hein, effectivement. Non, mais c'est des bonnes influences. On peut c'est le dire. mieux que ce qu'ils font musicalement. Oui, Voilà. ça, non, tu peux pas dire de mal de Riri comme ça, enfin. Si. Non. Je sais que je suis seul. T'es viré. Je sais que je suis seul, mais j'insiste. Quand je pense que tu t'es quelqu'un de confiance et de mais bon goût. pas du tout. C'est vous qui êtes faible. En fait, tu es un faquin. Donc bref, sinon, agenda. On vous rappelle que le film du dimanche soir que nous co-organisons avec nos camarades du cinéma est mort au cinéma Arvor. La prochaine séance sera donc le 15 octobre et ce sera Get Up On The Getaway de Sam Peckinpah.
On vous attend nombreux et nombreuses pour... Et non pas le remake avec Alec Baldwin. Non, voilà, qui est tout pourri à chier, pour venir voir ce beau film romantique d'après un livre, formidable chef-d'œuvre de Jim Thompson. Ah oui, puis l'amour et Sam Peckinpah, ce sont deux termes antinomiques, mais finalement, pas tant que ça. C'est un grand romantique. Oui, c'est un très beau film. Sinon, dans un tout autre style, demain au Tambour, pour la première de la saison, ça sera une séance hommage à Gilles Molik, qui donc est décédé au mois de juin dernier. Donc Gilles Molik est un éminent professeur de l'université Rennes 2 et que beaucoup de membres de cette émission ont côtoyé. Donc à 17h, ça commencera en amphi haut, donc le bâtiment où il y a le ciné Tambour. Il y aura plusieurs prises de parole de ses collègues et de ses anciens étudiants, justement pour parler un peu de l'influence que Gilles a pu avoir sur différentes trajectoires de vie. Et à partir de 18h, ce sera 2 films que Gilles Molik affectionnait beaucoup, de 2 cinéastes sur lesquels il a énormément travaillé. À 18h, ce sera Blend No. 1, justement, de Rabah Hammerzaimush, dont nous allons reparler dans une dizaine de minutes. Et à 20h30, ce sera Meurtre d'un bookmaker chinois de John Cassavetes, énorme cinéaste sur lequel il a pour le coup énormément écrit et qu'il a beaucoup travaillé et qu'il a, je pense, pas mal contribué à faire connaître à ceux qui étaient ses étudiants. Je crois que c'est un de mes préférés, moi, de Cassavetes, Meurtre d'un bookmaker chinois. Donc voilà. Ben Gazzara en majesté. On vous invite évidemment à venir nombreuses et nombreuses pour à la fois revoir ces grands chefs-d'œuvre et pour ceux qui l'ont connu, pour pouvoir évoquer donc le travail de Gilles Molik. Sinon, dans un tout autre genre, à partir du 21 jusqu'au 30 septembre, donc c'est le festival Court-Métrange qui commence et se déroule. Il sera à la fois, le centre sera au TNB, mais il y aura aussi des projections à l'Arvor, notamment dans le cadre de longs-métrages, où on pourra revoir Piranha de Joe Dante, ainsi que... Délivrance aussi. Délivrance samedi, les 2 séances. John Boorman, donc voilà, ça fait un beau double programme, évidemment. Tout le programme est à retrouver sur le site du Court-Métrange. Autour de l'eau. Je crois qu'il y a aussi une séance avec Bustillo et Maury là, sur les films sur The Deep House. The Deep House, le film en 3D qu'ils ont tourné sous l'eau, le film d'horreur. Donc voilà. Il y a plusieurs choses assez gouléantes quand même qui vont se passer. Sinon, dans les sorties de la semaine prochaine, pas grand-chose, mais quelques petites choses quand même qui vont nous intéresser. On en parlera la semaine prochaine. Il y a le nouveau film de mon gars, Guillaume Niclou, qui après son très joyeux La Tour sort donc La Petite. Voilà, moi je suis un Niclou Zouz, donc évidemment je suis intéressé par le projet. Ça me surprend pas de la part de quelqu'un qui aime bien Rihanna. Voilà, évidemment, tout ça va ensemble. Tout est lié, Rihanna, Guillaume Niclou. Tout fait sens. Sinon, encore au rayon des fantaisies, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de film, on est très content, c'est le retour de Aki Kaurismäki avec Les Feuilles Mortes. Je sens qu'on va encore bien rigoler. Avec un film qui, en tout cas une chose est sûre, qui fait 80 minutes. Et ça, voilà, déjà, ça c'est bien, merci. Merci Aki de ne pas faire des films de 3h40. J'aime bien Aki Kaurismäki. Mais oui, c'est bien. On se balade, c'est sympathique. C'est très bien, du cinéma éthylique. Exactement. Voilà, du mélodrame éthylique. Oui, en général, c'est soit des films qui donnent soif, soit qui donnent l'impression d'être bourrés. Voilà. Ou les deux. Avec des gens qui ont des têtes pittoresques. Exactement, c'est ça. Folklorique. Voilà. Pittoresque. Sinon, autre genre, il y a un film avec François Berléand qui s'appelle Last Dance sur un vieux qui va faire de la danse contemporaine. Ça a l'air curieux. Ça a l'air pas ouf, quand même. Mais un peu concept comme film. Un peu concept. Un peu film concept. Je pense ce concept un peu chiant peut-être, probablement. François Berléand, quoi. Et sinon... Moi, je savais même pas qu'il tournait encore, tu vois, Berléand. Berléand, tu déconnes, il fait au moins 5 films par an et qu'il n'arrête pas. Bah oui, mais c'est les films que je regarde pas. Bah oui, forcément. Mais bon, là maintenant, François Berléand est rentré dans un âge où il fait partie de ce qu'on appelle la vieux exploitation. Donc voilà, il joue des vieux grincheux qui vont apprendre à redécouvrir la vie. Ça, quoi. Mais ça a l'air plus concept quand même. Oui, voilà. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air un peu plus... Oui, ça a l'air un peu plus fin que les conneries qu'il fait habituellement avec Besson. C'est pas les films avec Thierry Lhermitte, quoi. Voilà. De bonnes choses avec Thierry Lhermitte. Oui, mais pas les vieux exploitations avec Thierry Lhermitte, quoi. Non. Joyeuse retraite et compagnie. Voilà. Ça, c'est quand même pas ouf. Déjà, Michel Larocque, bilan mitigé, quand même. C'est loin qu'on Et sinon, à propos de bilan mitigé, il y a le nouveau film avec Guillaume Canet, donc Acide, qui sort demain par le réalisateur de La Nuée, qui était sorti il y a 3-4 ans. Film fantastique français où le fantastique en général a un argument un peu fallacieux pour faire du film social, mais... La Nuée était très intéressant, donc... Et c'est basé donc sur le court-métrage Acide du même réal, qui est dispo en ligne, je crois. Eh ben, Justine m'avait dit que c'était sur Arte, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc voilà. Faites vos propres recherches, comme on dit en JFK. Et Gondry, on n'en parle pas mais si tu veux en parler, il n'y a pas de problème. Le livre des solutions, donc effectivement, qui est sorti la semaine dernière. Voilà, peut-être pas le coup d'aller jeter un œil, je ne sais pas. Si vous le voyez, docteur, dites-moi, je n'ai rien contre. J'irai peut-être voir ça. Écoutez, très bien. Ouais. Nous en parlerons donc peut-être la semaine prochaine, si Erwan a le temps d'aller au cinéma pour voir le livre des solutions. Il aura à choisir soit voir Piranha, soit voir Michel Gondry. Pas forcément. Je peux peut-être ruser. Je peux peut-être ruser un peu. Il y a peut-être moyen de ruser.
un long week-end en prévision, à ce que je vois. Oui. Donc voilà, c'est les seules sorties que j'ai notées à peu près. Hein. C'est quand même pas la folie, mais nous avons quelques services de presse, notamment de Spectrum Film, qui nous abreuvent de sorties. Mais il n'y a plus de blockbuster ou quoi qui sortent? Non. Fini, l'été passé, il y a eu genre 3 blockbusters pétés. Et puis qui sont tous plantés comme des merdes. À part Barbie. Qui a fait $1 milliard, c'est quand même pas mal. Oppenheimer, ça marche. Oppenheimer aussi, ça a marché, mais... Mais je crois qu'il y a pas mal d'autres trucs qui sont... Je crois que The Flash, ça a été une catastrophe. Oui, en même temps, c'est à chier. Hein. Bah oui, mais il était temps que les gens s'en rendent compte. Oui, quand même. C'est plutôt... Voilà. Moi, le seul plutôt sain, moi, je blockbuster trouve. débile que j'attends qui sera à la fin de l'année, c'est Aquaman 2, bien sûr. J'aurais perdu. Le premier étant tellement débile, un genre de sous Stephen Sommers. Donc du coup... J'ai même pas vu. Ça ne pouvait que me revenir. C'est le seul film à cause de qui j'ai eu une lettre de l'Arcom pour téléchargement illégal. Bouh, voilà. Pas bien. Voilà. C'est marrant, c'est toujours sur des merdes. Bah oui, encore plus, j'avais déjà vu. Hein. Ah ouais, donc tu cherches l'embrouille en fait. J'avais déjà vu, mais je l'ai retéléchargé, tu vois, pas trop vite. N'importe quoi. Ça t'apprendra. La cinéphilie, c'est un sacerdoce. C'est sûr que c'est pas en téléchargeant des films français de 1932 que tu te fais choper. Hein. En prenant des bousasses. Mais je ne télécharge pas. Moi, moi c'est la seule fois où ça m'est arrivé d'ailleurs. J'ai téléchargé. Je suis un gars régulier, moi, tu me connais. Mon Gérald, c'est que la VOD. Hein. S'ils nous écoutent, là, ça y est, ils vont noter nos noms. Hein. Oh, t'inquiète pas, mon avis, non, déjà. Donc voilà, nous allons passer tout de suite à la section critique de cette émission en parlant de tout autre genre que les conneries que l'on vient d'évoquer. Et donc, on va entrer dans un monde politique. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Bob Dylan, parce que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas passé de Bob Dylan dans cette émission, avec Political World, extrait du magnifique album du début des années 2000, Rough Time, je crois. Non, je raconte n'importe quoi, je sais plus, mais c'est début des années 2000 en tout cas. Je me suis embrouillé quand j'ai fait ma playlist. Bref, et de monde politique, il va en être question à l'occasion de la sortie il y a 2 semaines dans les salles françaises, dans une distribution toute pourrie après qu'il soit resté quand même un petit moment sur les étagères des distributeurs, du nouveau film du cinéaste rare et précieux Rabat Hammerzaimush avec le Gang des Bois du Temple. On avait parlé ici de son dernier film en 2020 qui était sorti, Terminal Sud, avec Ramzy Bedia. Je crois qu'on a parlé de tous ces films dans cette émission depuis qu'elle existe, donc c'est-à-dire partir au moins de Dernier Maquis, je crois qu'on avait parlé dans cette émission. Montpensier, c'est lui, hein? Non. Il a son film historique. Histoire de Judas, Les Chants de Mandrin, Blade Number One et Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe? Donc Rabat Hammerzaimush, cinéaste que donc je le disais rare et précieux à la fois, on va dire en termes de production, parce que donc c'est quelqu'un qui est quand même qui tient farouchement à son indépendance et au contrôle artistique. Sur ses films, cinéaste qui tourne beaucoup avec à la fois la même équipe de techniciens et puis les mêmes comédiens, donc plusieurs qu'on retrouve dans son nouveau film Le Gang des Bois du Temple, qui œuvre dans des petites économies. Là encore, c'est un film, je crois, à moins de 3 millions d'euros, ce qui est quand même assez impressionnant vu ce qu'il fait en termes visuels. Et dans ce film-là, donc ça raconte, on va dire, une double intrigue, à la fois donc le Gang des Bois du Temple. Les Bois du Temple, c'est un quartier dans la banlieue de Clichy-sous-Bois, et qui donc décide de faire un braquage sur le périph'. Et en fait, il braque un prince saoudien, il lui dérobe à la fois de la thune et évidemment une mallette qu'il ne fallait pas. Le prince saoudien va engager un inspecteur, on va dire, ou un mercenaire incarné par Slimane Dazi pour repérer qui a fait le coup et éventuellement leur foutre la misère après. Et tout ça se télescope avec une autre intrigue. Un voisin, en fait... des gens de ce gang, donc qui est Monsieur Ponce, qui vient de perdre sa mère et qui est un ancien militaire qui en fait observe le quartier, observe la vie, observe ses habitants, et ces deux intrigues vont se télescoper, on va dire de manière plus ou moins logique, mais finalement je trouve assez poétique dans le film. Et ce qui m'a toujours ce qui m'a toujours passionné dans le cinéma de Rabat, parce que je suis comme un rabazouz, on peut dire. Je suis vraiment très très client de son cinéma. Il y a à la fois dans la question de la mise en scène, la question de la représentation d'un peuple ou bien d'un microcosme, et dans ce film-là en particulier, la représentation qu'on peut avoir de la banlieue française, qui souvent en règle générale dans le cinéma français se répartit en 2 niveaux. Il y aurait à la fois une veine pseudo-réaliste ou presque naturaliste qui serait héritée du cinéma de Maurice Pialat ou de Brissot avec De bruit de fureur dans les années 80, donc ça donnera par exemple des films de Keshish, ou tout un tas de films sociaux où on verra des mères qui sont éplorées
par les conneries que font leurs gosses, et d'un côté une version de la banlieue qui serait hystéro-branlouse, clipesque, en fait, dont un des symptômes serait les films de Courtrajmé, à la fois notamment le film de Romain Gavras, Athéna, dont on avait parlé ici en novembre dernier, et dans une moindre mesure celui de Lajli avec Les Misérables, et probablement son prochain film aussi qui sort à l'automne. Mais voilà, deux visions quand même assez normées, presque caricaturales des banlieues françaises, alors que la vision presque ethnographique de Rabat Hammerzaimush sur ce microcosme et sur cet environnement-là, je trouve, est beaucoup plus riche à la fois de sens et puis de mise en scène que chez beaucoup de ses petits camarades, parce qu'il ne va pas la filmer comme un parc à bestiaux, comme c'est le cas de beaucoup de ses contemporains malheureusement, mais vraiment il va apporter un regard politique et poétique sur l'environnement de la banlieue et surtout sur ses personnages, où ce qui je trouve assez fascinant dans son cinéma et notamment dans celui-là, c'est que le gang en fait existe immédiatement sans qu'on ait besoin de dialogue ou sans qu'on ne connaisse aucun background de tous ces personnages, que ce soit pour Monsieur Ponce ou bien les membres des gangs du Bois du Temple. Finalement on ne connaît presque rien d'eux et pourtant ce groupe existe immédiatement. Et ce que je trouve intéressant dans le cinéma de Zaimush, c'est que là pour le coup il investit un genre de cinéma qui serait le film de gangster, qui est quand même relativement codé, et il l'utilise non pas pour le détourner mais pour justement affirmer finalement son style de mise en scène et la politique qu'il voudrait faire passer par son cinéma sur justement, je pense qu'on va y revenir, mais sur la question de la répression, sur la question de la violence et sur la question de la réponse qu'on peut ou non y apporter. Docteur, on a vu le film hier. Ouais, hier ensemble, salle. Effectivement. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film qui est très beau à voir au cinéma. Avec justement effectivement je veux dire, un plan d'ouverture, moi je trouve qui est totalement programmatique, justement dans ce dire, pour moi c'est pas un film de banlieue, c'est un film de quartier populaire, ce qui est pas tout à fait la même chose. C'est pas un film de cité, c'est pas un film de test, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que d'une espèce de justement de zone fermée par rapport au reste du monde. Et d'ailleurs le premier plan montre que finalement le centre-ville est relativement proche, avec en fait, voilà, et relativement proche de l'endroit en fait où se déroule une bonne partie de l'action. Autre chose que moi j'ai trouvé assez intéressante, c'est alors évidemment moi j'ai trouvé que le fait que ce soit des darons qui fassent je pense que c'est peut-être un truc générationnel aussi. C'est-à-dire que les membres du gang, on va dire entre 35 et 50 ans. Le truc c'est qu'ils ont le même âge, ils ont le même âge que moi, donc évidemment en termes d'identification c'est évidemment beaucoup plus simple que d'avoir des petits zouzous. On est quand même une émission de presque vieux schnock. Voilà, que d'avoir des petits zouzous de 15 ans. Voilà, bon, c'est vrai que là, c'est un peu plus... Ulysse maintenant qui vient baisser un peu la moyenne. Qui vient un peu baisser la moyenne, mais sinon, à part ça, voilà, on est quand même un peu des vieux cons. Et moi, ce que j'ai quand même apprécié, alors, on est tout à fait libre de ne pas partager ça, mais moi, j'ai apprécié que le point de vue, que le regard porté justement sur les quartiers populaires soit pas un regard communautariste, mais soit un regard marxiste. C'est-à-dire qu'en fait... La question du point de vue, en plus, dans le film, je pense qu'on y revient, mais est quelque chose de très important. C'est quelque chose d'important, et on sent pas du tout ce qui, justement, à mon avis, est caricatural, je trouve, même si ça veut pas dire que c'est pas vrai, ou ça n'existe pas, mais qui, je trouve, est représenté de manière outrancière et qui est presque célébré, je trouve, chez Gavras et là aussi d'une certaine manière dans Les Misérables, c'est-à-dire l'idée que on n'est pas pareil, on est tous séparés, qu'il n'y a rien qui peut réconcilier les gens, alors qu'en fait là tu as des gens qui viennent d'horizons culturels, qui sont assez différents les uns des autres, sans qu'on en sache trop d'ailleurs. On imagine que certains sont d'origine marocaine, d'origine tunisienne, d'origine algérienne, mais ça ne vient jamais sur la table. C'est-à-dire que la question de l'identité, en fait, la question de l'identité ne se pose pas en termes de communauté, elle se pose en termes de classe sociale. Ce sont des prolétaires, et M. Ponce est également un prolétaire, fils d'une femme qui était une espèce de mama hyper connue dans le quartier, et finalement les gens à qui ils s'affrontent, c'est cet émir saoudien avec son fondé de pouvoir, des gens d'une autre classe sociale, voilà, qui sont des gens qui sont déconnectés, voilà, qui sont pas déconnectés, mais qui sont dans une espèce de toute puissance. C'est-à-dire, alors que d'ailleurs c'est assez bien montré parce que c'est pas non plus souligné. Et d'ailleurs le personnage de l'émir, quand bien même entre guillemets c'est le méchant du film, avec une scène de baiser de bague qui rappelle évidemment le Parrain. Hallucinante, cette scène. Magnifique. Et je trouve qu'il y a une scène justement de danse, il y a une scène de concert
concert à la fin du film. Dans un club. Et finalement, quelque part, même ce personnage-là, qui apparaît relativement peu, qui parle d'ailleurs pas de tout Il le doit film. avoir 3 répliques. Il doit du avoir film. 3 répliques à la toute fin du film. Il a quelque part son moment de grâce à lui aussi. Sa seule réplique du film, c'est malgré que tout. elle n'est pas à vendre. Ah oui, ouais, c'est ça, exactement. Tout de suite, le rapport de Mais pouvoir. c'est quelqu'un qui, mais il y a une espèce de, voilà, il y a une espèce de comment dire, de froideur, d'inhumanité, mais qui n'est pas une inhumanité qui est liée à son origine saoudienne ou quoi que ce soit, qui est liée en fait à sa richesse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tellement hors du monde qu'il est incapable de comprendre que le monde puisse lui résister à aucun moment. Et évidemment, quand le braquage arrive, la vengeance va être, et on le sait dès le départ, on se doute dès le départ que la vengeance va être d'autant plus terrible que cette personne-là ne peut pas envisager l'idée même d'être mise en échec dans sa volonté de toute puissance. Et ça, je trouve que c'est, alors là, ça pour moi, vraiment pour moi, c'est un vrai film des classes, c'est un vrai film de lutte des classes. Et c'est moi, je trouve un angle de vue, moi, que j'ai trouvé assez intéressant. Et qui ne passe que par la mise en scène. Voilà, et qui passe par de la mise en scène, parce qu'il faut préciser quand même que les 20 premières minutes du film, il y a, à part une merveilleuse chanson, il y a chantée par la merveilleuse chanteuse Anne Christ, la chanteuse bretonne, qui avait été un peu oubliée, qui est un peu complètement, enfin qui est célébrée, qui est magnifiée par la caméra. Que les purs albums, la très caméra, mal réédité, mais caméra de Zymesh. À part ça, à part une chanson, tout passe par du visuel, tout passe par des regards, tout passe par du hors-champ. Moi, voilà, en termes de mise en scène, si tous les films français avaient cette exigence de mise en scène, moi j'en serais fort heureux. Même si je dois reconnaître que 2023, là pour l'instant, c'est quand même une bonne année de cinoche pour le cinéma français. Pas très fun, mais c'est bien. Non, mais pour le cinéma un petit peu du milieu, justement, ce cinéma un peu en marge, mais un peu dedans quand même. Je trouve qu'il y a quand même eu des bons trucs, moi, ces derniers temps. Et là, moi, je trouve qu'on est tout à fait dans cette veine-là. Et avec, je trouve, à réfléchir, tu vois, des espèces d'effets symboliques qui, moi, je trouve, sont intéressants, parce qu'il y a plein de moments en fait, où on se demande, dans la première partie du film, il y a plein de moments où on se demande, tiens, pourquoi est-ce qu'il filme ça comme ça? Genre l'enterrement, par exemple. Et en fait, en réfléchissant après le film, je me suis dit... Un petit panneau sur la croix, voilà. Et en fait, je me suis dit, cette espèce c'est filmer les rituels. Voilà, cette espèce de rituel religieux et d'enterrement, c'est aussi un enterrement, c'est aussi un deuil par anticipation. Surtout, en fait, ce que fait Rabat, c'est qu'il filme à la fois les rituels donc religieux, mais aussi les rituels du quotidien. La bouffe, les scènes de bouffe qu'ils partagent, faire des la crêpes, cigarette, la recette des crêpes qu'on transmet, tremper son pain dans le café. Thibaut, alors Rabat. Oui. Alors moi, ce qui m'a bluffé, c'est qu'en effet, RAZ, on l'appelle Rabat, on va l'appeler Rabat. Rabat en fait se démarque du coup de cette double trajectoire par rapport au film de banlieue, je mets le terme entre guillemets, auquel double trajectoire à laquelle je souscris, et qui livre, il faut le rappeler, il livre quand même des bons films. Certains sont certes sujets à débat, mais ça livre quand même des bons films. Et ici, il y a une troisième voie, et moi ce qui m'a bluffé, c'est la dimension poétique dont tu parlais en intro, voire quasi expérimentale. C'est-à-dire que le film, en effet, pourrait être un film muet, totalement muet, parce que tous les plans, je trouve, sont d'une évidence folle. Et ça, c'est hallucinant de faire passer ça par, comme tu le disais, le doc, la question du hors-champ, par un jeu sur les lignes des balcons, des couloirs, des portes qui est proprement hallucinant. Et par le regard des acteurs, parce que ça reste quand même aussi un formidable directeur d'acteurs et d'actrices. Et ici, tu sens cette détresse populaire. Ce vécu, en fait. Le vécu physique. Il y a une vraie détresse, tu vois, il y a une vraie détresse populaire chez tous ces personnages-là. Mais sans pathos. Mais sans pathos, parce qu'un regard, parce qu'une absence de musique. Aucune musique de fausse. Aucune musique de fausse. Et parce que un cadrage absolument millimétré, et ça c'est absolument passionnant, d'autant plus que cette poésie quasi abstraite est corroborée avec un rythme un petit peu lancinant, donc on se laisse un petit peu endormir par le film. On est dans un espèce d'état un petit peu de douce mélancolie, donc je trouve ça admirable. Et ce qui est beau dans le film, je trouve, c'est les moments de chaleur en fait avec le gang. Genre quand ils sont au PMU, tu vois, ou quand ils filent à bouffer aux pigeons. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment deux moments de chaleur ou des moments vraiment de grâce. C'est la scène de l'église avec le chant. C'est deux moments musicaux d'ailleurs, et la scène du club à la fin qui est hallucinante. La musique est mortelle. Oh là là, c'est complètement ma came. Ça. Et c'est relevé en fait par cette séquence au début et cette séquence à la fin qui fait que le film est enrobé
de quelque chose de quasi indicible. Et ça, c'est absolument passionnant, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, le gang est immédiatement cerné. On ne connaît pas les backgrounds de tout le monde, il n'y a pas de surexplication. Le braquage est fait de manière ultra... C'est un film quasi minimaliste et en même temps ultra bien pensé. Il y a en gros 2 scènes Donc, d'action dans le film, qui est la scène du braquage et la fusillade de fin, on peut dire. Une scène de fusillade. Même pas qu'au milieu d'ailleurs. Une Oui. scène d'assaut dans un garage voilà. qui est hyper sèche, qui fait très Michael Mannion quand même sur bien des aspects. Ça, c'est bien évidemment. Mais du coup, le film est absolument passionnant et j'ose un rapprochement avec un autre cinéaste qu'on aime bien ici, c'est S. Greg Zeller. Et je ne sais pas pourquoi, ce film-là me fait penser au cinéma de Zeller. Ce côté cotonneux. Ouais, ce côté ouaté. Ce côté sec, mélancolie, ce ouais. côté sec, ce côté maîtrise de la réalisation, fait que ça m'a fait penser un petit peu... Mais c'est pas de droite comme Zeller. Disons Ouais, que la mais politique en fait qui est servie n'est pas la même. Oui, mais en termes en termes purement formels, en termes de vision formelle, je trouve qu'il y a des... et puis en termes de comment on dit, de ressenti sur le monde, je trouve qu'il y a des rapprochements à faire. Et ce que j'ai en plus dans le film de Rabat, c'est la cohérence de la mise en scène par rapport on va dire, à son personnage principal qui serait Monsieur Ponce, qui est donc un ancien tireur d'élite donc de l'armée française. Et en fait, la manière dont il capte ou dont il filme à la fois la ville et puis ses personnages, c'est qu'il y a pas de courte focale, c'est que de la focale moyenne ou alors de la longue focale, comme le regard de Monsieur Ponce en fait sur la cité, qui observe tout le monde, qui regarde tout le monde sans juger. Voilà. Et c'est-à-dire que c'est un regard objectif, c'est un regard très doux en fait. Mm. Quand il regarde des enfants qui jouent, moi par exemple, il y a une scène que j'aime beaucoup, et je viens de me rappeler, et qui qui dit vachement de choses sur le personnage, c'est quand il descend le matin et il voit des papiers gras sur la pelouse et il les ramasse les uns au fur et à mesure. Tu vois, avec tu vois, cette idée que ce quartier populaire, c'est pas la zone en fait. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent dedans, et les gens qui vivent dedans, ils sont quelque part, il y a une espèce de forme de fierté, de prolétaire, comme dans les quartiers ouvriers, quoi. Et quand on est un peu fier de son quartier, on contribue, on fait sa part. Donc on ramasse 3 papiers gras, on nourrit les pigeons du coin, on regarde les enfants de la voisine. En leur filant des paquets entiers. En leur filant des paquets, donc ils doivent être énormes les pigeons, mais voilà. Et il n'y a pas du tout ce côté. Moi, j'ai pas senti ce côté. Tu vois, c'est un quartier populaire, on sent qu'effectivement il y a un rapport à la pauvreté, effectivement, etc. Mais c'est jamais misérabiliste. Non. Et moi, ça c'est quelque chose que j'ai assez apprécié, moi, de pas tomber dans le pathos, de pas tomber dans regarder les pauvres gens, quoi. Tu vois, on se sent toujours un peu voyeur, justement, quand on vient pas de ces quartiers-là. Il y a toujours ce sentiment un peu désagréable de reluquer en fait les pauvres en se disant oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis bien là où je suis parce que les autres ils sont pauvres, quoi. Rabat nous accompagne. C'est un peu plus compliqué que ça. Il nous accompagne parce que là, il nous accueille dans ce quartier. Oui, voilà, parce que c'est ce que vous disiez, la puissance des scènes du quotidien. Faire des crêpes, le café, tremper, c'est con quand même, quoi, de tremper son pain dans le café, ou tu gardes mes enfants. La scène, il y a une scène de coucher des enfants avec la mère qui est super. Qui son gars il s'est fait choper par les flics, et puis il y a une scène de coucher qui est hallucinante de vérité, et c'est ces moments-là qui font les gamins sont super, moi, je trouve. C'est incroyable, et qui font que on est accueillis dans ces appartements chichement décorés, si tu fais avec les moyens du bord, et puis la porte est ouverte. Rentrez, venez boire un café avec nous, et ça c'est magnifique. Et moi j'ai eu super envie de bouffer quand ils vont manger là chez le Libanais, à l'extérieur là, avec cette espèce de resto roulant, de resto volant en fait, une rolling popote. Ah ouais, avec du couscous et des machins. J'avais bien envie ça me tentait bien avec des courgettes. Ça, les crêpes. Le plat de crêpes est très avantageux. Mais justement, et ça tu vois, c'est con, mais ce rapport à la bouffe justement, c'est complètement justement cette espèce de vision qui est pas du tout dans le communautarisme culturel. C'est-à-dire que tu as à la fois Monsieur Ponce, on sait pas d'où il vient, mais enfin on imagine que savoir faire des crêpes, moi dans ma tête je me suis dit d'accord, ils sont bretons, c'est un mec d'origine bretonne en fait, moi j'aime bien cette idée de que tu peux aller, tu vas bouffer des crêpes un jour, et puis tu vas aller bouffer du couscous le lendemain, quoi. Et quelque part être français entre guillemets, ou en tout cas appartenir à un quartier en France, c'est ça aussi, quoi. C'est aussi d'aller bouffer des trucs, de plein de trucs différents, quoi, tu vois, et de pas être justement dans une espèce de séparation culturelle. Moi je sais que en tout cas c'est une approche moi qui m'a beaucoup plu, moi, dans le film. Et sinon sur le film, pour conclure, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de la fin, qui pas forcément de sa morale si tant est qu'il y en a une, mais on va dire sur l'inéluctabilité finalement de la violence, ou en tout cas de la réponse à apporter face à une oppression qui vient d'en haut, parce que évidemment
les membres du gang, c'est pas forcément des gentils parce que ça reste des braqueurs, ça mec. Non, mais ils font ça sans. Mais ils font ça sans brutalité. Oui. Ils prennent aucun plaisir à la violence. Et finalement, sans Et le braquage, réponse, il blesse personne. Hein. Oui, et sans grandes arrière-pensées finalement, parce que pourquoi ils braquent? C'est juste pour donner à bouffer à leur famille. Ouais, c'est de la thune, c'est pour récupérer de la thune. Et donc évidemment, ils sont pris dans un engrenage qui eux les dépasse parce qu'il y a. Mais même pas pour le fric. Non. C'est à cause de papiers, en fait. Des papiers que d'ailleurs ils s'empressent de cramer. Donc en plus, l'action de rétorsion n'a aucun sens. Elle est juste là pour punir ceux qui ont osé s'attaquer au monde des riches, en fait. Et quand le monde des riches se fait humilier, parce que c'est de ça dont il est question, la réponse est d'autant plus violente que ils détestent l'humiliation, en fait. Et se faire ridiculiser, c'est insupportable pour eux, quoi. Il y a un petit côté Carpenter, moi, je trouve, dans cette fusillade. Il y a un petit côté assaut, en fait, où tu sais que ce sont des gens à la solde du prince, donc du coup, forcément, d'une classe dont tu verras jamais le visage supérieure. Mais il y a un petit côté Carpenter là-dessus, où, en fait, le mal arrive chez ces personnes de la classe populaire, et ce mal... Bon, chez Carpenter, dans Assaut, on ne sait pas qui c'est, mais en fait, chez Rabat, on sait qui c'est la classe supérieure. Mais donc ça, je trouve ça assez subtil. Et c'est le pire, parce que finalement, les tueurs ne sont pas eux-mêmes de la classe supérieure, de même que l'enquêteur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en plus leurs frères. Enfin, je veux dire, c'est leurs doubles sociaux. Mais de l'autre côté, voilà, et ils sont des employés. Et en tant qu'employés, ils vont concourir à ce que les forces dominantes finissent par écraser les dominés, quoi. C'est l'équivalent de la CFDT. Donc la vengeance, voilà, la vengeance de l'ouvrier ne peut que être inéluctable puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de faire entendre raison. Donc moi je trouve que cette espèce de distanciation morale et cette vraie sympathie vis-à-vis de gens qui certes sont des délinquants mais qui sont pas des méchants. Qui sont pas des salauds en fait. Moi j'aime beaucoup cette ambiguïté, cette ambivalence justement de qu'est-ce que c'est que la violence, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que c'est où se situe la violence dans le film. Et elle est pas du tout, c'est la violence des pauvres et la violence des riches, c'est pas tout à fait la même, en tout cas telle qu'elle est représentée. En tout cas 3 millions d'euros c'est un super film, super bien fait. Il y a un beau texte de Gabriel Bortsmeyer, je crois que c'est sur Débordement, et justement qui parle un peu de la fin du film. La fin des gangs du Bois du Temple, elle qui concède que la réparation des torts passe par la relance de la violence. Toujours là à l'origine, celle-ci ne sera jamais visible à l'horizon. Peu sont comme Raz capables de restituer la crudité triste de son emprise. C'est qu'il guette inlassablement les moyens de s'arracher à cette pesanteur, tout en sachant que si la violence répond à la violence, on peut aussi la réfuter par l'envol et l'écart. D'où l'espoir pessimiste du film. La mort n'épargne pas les partisans, mais leur élan auront allégé leur destin. Effectivement, il y a de ça, c'est sur la question de la mort des camarades, finalement, qui ne va pas amenuiser leur mémoire et la violence. Oui. Ça a à voir avec la chanson d'Anne Christ. Hein, la beauté du jour. Ça a à voir avec les paroles de la chanson, où elle dit qu'il faut avoir la peau dure, quoi. Mais qu'il faut avoir du cœur aussi. Enfin, voilà, je trouve que ça résume très bien, en fait, c'est très programmatique, en fait, comme chanson. Ça résume très, très bien le programme du film et cette complexité qui passe en plus par une fausse simplicité. Une simplicité apparente, mais qui en fait évidemment est très maîtrisée, de la mise en scène, du cadre, de la direction d'acteurs. Les acteurs, moi je trouve les acteurs portent sur leur visage leur vécu, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de te raconter leur vie, puisque la vie, tu sais, tu te doutes. Tu peux imaginer en fait leur existence juste en regardant les scènes sous leurs yeux. Et moi j'ai été très convaincu par le casting. Et là-dessus aussi, du coup, pour finir, ce qu'on aime chez Rabat Hammersheimer, signe des grands cinéastes, c'est qu'il sait que certains sujets ne supportent pas le tourisme et que le diable se cache dans les détails. C'est que quand ils se baladent avec leur flingue, ils n'ont pas le doigt sur la queue de détente comme on voit dans tous les films où les mecs font n'importe quoi avec leur gun. Moi, ça, j'ai aimé de voir des gens qui font attention à la trigger discipline. Parce que ça, c'est important. Ça montre que ce sont des gens qui savent ce qu'ils font et qu'on n'est pas là pour beurrer des biscottes, quoi. Ouais, exactement. Voilà. On aime le détail. Donc voilà, c'est le très beau film de Rabat Hammersheimer que nous vous encourageons à voir par tous les moyens possibles et imaginables. Alors pas à Rennes. Pas à Rennes. Parce qu'il passait ce soir à 18h, voilà. C'était la dernière séance. À 16h30. À 16h30. Donc je pense qu'il va, malheureusement, le film ne marche pas. Mais il mériterait d'être ressorti à un moment donné. D'être vu, comme d'ailleurs tout le cinéma absolument merveilleux de Rabat Hammersheimer, qu'on vous encourage évidemment à voir ou revoir. Et notamment donc demain au Tambour, si vous voulez venir voir à 18h, Blade Number 1, un de ses premiers longs métrages absolument magnifique. On va être là avec Rabat, on va passer à toute autre chose. On va aller dans un autre rayon du cinéma, mais on va rester. Mais politique aussi. Mais on va rester sur un peu d'arabité avec Yaraya.
En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était de Rachid Taloaz avec une reprise donc de Rachida. Il y a Raya qui était sorti il y a quelques années sur un split, un EP où il y avait un autre single qui était Etienne Daoy, une chanson de reprise version Oi de Bleu comme toi de Etienne Daoy. Je me disais bien que ça faisait très surf rock. Exactement, voilà. Donc voilà, c'est absolument formidable. Qui n'a absolument rien à voir avec ce dont nous allons parler dès à présent, puisque donc nous allons parler de Electric Dragon 80,000 Volts de Sogo Ishii, aussi connu sinon de Gaku Ryuichi, film de 2000, je crois que c'est ça. Ouais, 2000. Des années 2000, donc film foufou. On pourrait dire. Un film fidèle à son auteur. Hein. Voilà, film, on en reparlera juste après, film dense, mais court, c'est 1h05, même pas 1h03, je crois bien tapé, sur une histoire aussi un peu fofolle, donc sur Dragon Eye Morrison, jeune garçon dynamique et plein d'entrain qui un jour se prend donc... Détective spécialisé dans la recherche des lézards. De lézards, ouais. Voilà. Il faut bien parler des particularismes, qui donc un jour, comme ça arrive à tout à chacun, se prend 80 000 volts dans la gueule. Et là, il devient quelqu'un d'encore un peu plus zinzin, où il va y avoir plein de trucs d'électricité chelou qui va se passer, plein d'aventures. Il devient un conducteur d'électricité, voilà, en fait. Un peu comme l'homme électrique dans Spider-Man. Mais là, on va aller vers tout à fait autre chose, presque vers du cyberpunk, et ça pourrait notamment évidemment faire passer au cinéma de Tsukamoto avec les Tetsuo, où il y a à la fois la même... énergie punk révoltée, méchante et presque morveuse. Mais plus rigolo. Mais plus rigolote, on va dire moins craspec, ou en tout cas moins dans le body mechanical horror que chez Tsukamoto. Alors, Erwan, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Sogo Ishii ? C'est un cartoon, en fait. C'est-à-dire qu'il faut le prendre, à mon avis, faut pas. Si vous attendez une histoire avec des enjeux dramatiques, non, oubliez. C'est un dessin animé live, en fait. C'est-à-dire que, en fait, grosso modo, c'est la lutte, c'est la rencontre et la lutte entre cet homme donc, qui conduit l'électricité, qui est obligé de se mettre dans un lit en ferraille, en fait, pour dormir le soir, et de décharger son électricité sur une espèce de borne, en fait, pour pouvoir. Pour avoir une voiture électrique. Voilà. Et qui est fan de guitare, et qui est fan de hard rock, et fan de guitare, et qui va se retrouver. Ça tombe bien. Et qui va finalement rencontrer sa némésis, et sa némésis qui est un personnage tout aussi étrange, qui est Thunderbolt Buddha, c'est-à-dire un homme métal, un homme pareil qui mi-homme mi-Bouddha. Mi-homme mi-Bouddha. Mi-homme mi-Bouddha, qui est réparateur d'antennes, avec un demi-masque de Bouddha sur le crâne, et qui veut s'affronter justement à notre héros pour voir qui est le plus fort à maîtriser l'électricité. Histoire de super-héros. Ouais. Donc c'est à la fois un film de super-héros, un manga, un dessin animé. On est complètement là-dedans, mais avec une dimension expérimentale. Oui, voilà, parce qu'en fait, quand tu résumerais le pitch comme ça, t'as presque l'impression que t'allais voir Black Mask 3. Alors que non. Alors qu'en fait, il y a vraiment un truc. C'est pas la même fantaisie. Il y a un côté, en fait, il y a vraiment un caractère ciné underground. Et pour moi, c'est vraiment la définition que je donnerais de cinéma punk, en fait. Quoi. C'est-à-dire, et en l'occurrence, là, cyberpunk, c'est-à-dire ce rapport déjà à la mécanique. Et il y a des trucs d'ailleurs assez incroyables hein, pour un film des années 2000 sur les portables, sur le traçage, enfin des scènes qui sont aujourd'hui des scènes hyper convenues en fait dans n'importe quelle série, mais qui en 2000 étaient encore, les portables étaient déjà là depuis quelques années, mais enfin le GSM. Voilà, c'était pas encore aussi présent en fait dans les fictions, et en tout cas aussi mis en jeu dans les fictions que ça l'est dans ce film là. Donc il y a cet aspect il y a cet aspect mécanique, mais il y a aussi, alors c'est aussi un film, c'est aussi une espèce de grand clip d'une heure en fait, puisque le groupe qui s'appelle Mach 179, ce qui fait la musique, fait du métal avec du métal un peu punkoïde, voilà. Donc il y a plein de scènes de guitare, il y a plein de scènes de jeux de guitare, de choses comme ça. Comme on sait que les Japonais en plus sont quand même très friands de punk et de hard. Avec à mon avis des scènes en caméra cachée, notamment les scènes où il joue dans la rue, où il est en train avec une dimension quand même clairement sexuelle sur le rapport à la guitare, c'est-à-dire que rapport phallique. C'est-à-dire que toutes les scènes de guitare sont des scènes de masturbation. Donc c'est très étrange. Quand on a vu quelques concerts de rock et notamment de glam rock, on sait bien que bon. Mais le truc c'est que ça reste très potache. C'est-à-dire que moi je trouve que c'est un film qui est très bien filmé, un super noir et blanc, un sens du montage qui est vraiment bien. Tout le début. Où il passe son temps à se faire transporter par des infirmiers, à se prendre des chocs électriques, quel que soit son âge. Moi, je trouve ça super drôle. Donc, c'est avec des plans documentaires, des plans sur les antennes, sur tout le réseau, en fait, tout le network de fils électriques, etc. Donc, c'est à la fois complètement gratuit, complètement potache, et en même temps, c'est super, c'est relativement pensé. C'est même
très pensé en termes de mise en scène, en termes de montage et en termes d'expérimentation autour de l'image, du son, du lettrage. Donc c'est un film très étrange. C'est à la fois très sérieux et pas sérieux du tout. Voilà, c'est vraiment. Mais moi, j'avoue que j'aime bien justement quand c'est pas sérieux, mais que c'est bien fait. Voilà. Fleuret. Ouais, c'est une espèce de grand n'importe quoi, en même temps très bruyant. Enfin, on parlait de poésie douce amère chez Rabat, et là, Alors, c'est une poésie inverse, mais très, 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 très bruyante. Mais il y a vraiment encore un côté poétique parce que le scénario tient sur un argument très, 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 très mince, mais le noir et blanc est très beau. Est-ce que tu t'attaches au personnage ? Je sais pas trop, mais en même temps, les plans d'ensemble sur. T'es pas forcément attaché, mais en tout cas, t'es intrigué. Moi, j'aime les beaucoup plans qu'est-ce qui d'ensemble va se sont passer. magnifiques. Moi, j'aime beaucoup les deux acteurs. Et qu'ils ont moi, vachement il y a un côté, d'énergie, hein. il y a un côté charisme. potache, il y a un côté cartoon. Moi, je trouve qu'il y avait un côté jeu vidéo parce que oui. la place du narrateur, et t'as l'impression en fait que t'es dans un jeu de combat et que tu vas prendre Dalsim et puis que l'autre va prendre Chun-Li. Et ce côté narrateur avec des cartons, ah oui, arrive maintenant. Comment il l'appelle le Challenger. Le Challenger, Fender de Buddha. Et maintenant arrive le Challenger. C'est du catch. Ouais, Je crois que les lettrages ont été faits. J'ai cru que vous compreniez. Peut-être me trompe, mais je crois que tous les lettrages, le générique de fin aussi, qui est superbe, a été fait, je crois, par l'acteur principal. Non. Je crois. Je crois. Et Faudrait du coup, vérifier. c'est une espèce de peau pas si pourri que ça parce qu'il y a ce côté punk énervé, underground que tu sens vraiment, et en même temps c'est hyper bien fait. C'est pas fait non plus avec 3 bouts de ficelle, quoique, mais les ficelles sont quand même assez grosses pour que ça soit solide. Ouais, mais il y a la scène par exemple où il court et il fait exploser les lampadaires. Moi, je trouve que c'est une scène, je me dis, mais il y a des trucs super. Il y a des trucs en caméra cachée, il y a des trucs avec des trucages, il y a des trucs qui ressemblent à Matrix fait. à un moment, où quand t'as les mouvements qui se disloquent un petit peu, t'as l'impression de voir Neo dans Matrix. Là, tu fais wow, c'est super bien fait. C'est très, très, très curieux. C'est hyper étrange. En tout cas, c'est une vraie mais découverte. Je crois que ça a inspiré quand même pas mal de monde parce que tu vois, moi, dans Paranoia Agent, je me souviens qu'il y a un personnage au bout d'un moment qui se met à gérer avec les ondes radio et tout ça. Et j'ai l'impression que ça a quand même un peu essaimé en fait, ce truc cyberpunk. J'ai l'impression que c'est un peu. C'est un film quand même qui a essaimé quand même. Il y a le côté film culte en fait. C'est un pas de côté. Donc, très belle édition avec ses gavets de bonus et notamment un portrait de Sogoichi par Yves Montmaillard. Toujours dans les bons coups. Dont ils font préciser que Sogoichi, c'est un des zinzins en fait, du cinéma punk japonais du début des années 80. Moi, je me souviens d'avoir vu. Il a commencé à tourner en 72. Ouais. Donc il a commencé vraiment à être connu dans les années 80. Et moi, je me souviens d'avoir vu un film de lui sur Arte que je dois avoir quelque part qui traîne, qui s'appelait The Crazy Family. Avec une famille qui se bat contre des termites qui bouffent les fondations de leur baraque et tout le monde finit par péter les plombs. C'est une espèce de jeu de massacre en règle de la famille traditionnelle japonaise. Il y a aussi un truc politique quand même derrière, d'énergie qui a à voir quand même aussi avec la politique. Electric Dragon 80,000 volts donc de Sogoichi qui vient de ressortir en Blu-ray chez Spectrum Film avec en bonus un autre film de Sogoichi, Crazy Thunder Road. On va passer à tout autre chose, un autre style, donc c'est détention film taïwanais, comme vous le savez, non pas coréen comme diraient les gens qui ne font pas leur travail, donc de Juan-Soo, film étonnant que j'avais lu, surprenant. J'avais regardé donc la jaquette, la quatrième de couverture, je me dis tiens, ça a l'air pas mal. Le film commence, je me dis, t'as un peu l'impression que ça commence un peu comme un film historique sur l'après-guerre au début des 50 avec le Comington donc, qui règne d'une main de fer sur le avec pays. Une histoire d'amourette, avec une amourette entre deux jeunes. Ok, ça va être un genre de film un peu historique, un peu édifiant sur la dictature à l'époque. Tu dis bon, d'accord, c'est très propre, c'est même assez convenu au début en termes de mise en scène, c'est vraiment très bien fait, machin. Et au bout de 20 minutes, ça commence à switcher quand les personnages principaux en fait sont coupés du reste du monde dans l'école où ils sont, et là ça commence à partir en sucette direct et je me dis ça part en J-horror en fait. Et puis là je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, je remate la quatrième de couverture, putain d'accord, c'est basé sur un jeu vidéo qui a l'air quand même sacrément chelou, un genre de jeu d'horreur un peu à la Silent Hill avec des monstres qui débarquent, des trucs tels ah là là mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Effectivement c'est très étonnant, ça devient évidemment une métaphore donc de la dictature du KMT et en même temps ça part dans des excès graphiques qui étaient assez surprenants. Et avec encore une fois une dimension politique qui est tout à fait revendiquée de la part du réalisateur, ce qui est assez surprenant parce qu'en fait c'est vrai que ça commence comme un film pour ados en fait. Ça commence comme un film pour ados, mi-mélo, mi-film d'horreur. Et puis en fait au bout d'un moment ça devient une espèce de film assez développé sur la mémoire, sur le pardon, avec quand même des scènes, avec des images, moi je trouve quand même
de personnes pendues au poutre du plafond, des trucs assez cash en fait, quoi, en termes de représentation. À la fois c'est gore et trash en termes de film noir et en termes de mémoire historique sur les massacres et puis les morts qu'il y a eu, où d'un coup en fait on passe d'une horreur un peu grotesque, un peu grandiloquente, à un truc qui est beaucoup plus réaliste et qui finalement est beaucoup plus viscéral. Avec des balles dans la nuque, avec des machins, avec des scènes d'exécution, avec des histoires, puis avec des trucs d'un mode plus émotionnel qui sont assez durs, des histoires de trahison à l'intérieur des familles, entre profs ou entre profs et élèves, et puis avec cette idée que la dictature manipule tout le monde et que la dictature va utiliser ta frustration, ta jalousie, va utiliser tes mauvais côtés pour parvenir à ses fins, qui est finalement de détruire tout le monde de manière assez univoque en fait. Même ceux d'ailleurs qui participent à la dictature finissent parfois même par en devenir les victimes alors qu'ils ont servi la dictature. Classique, c'est ce qu'on appelle le stalinisme. Voilà. Et avec un appel moi j'ai trouvé assez touchant, un appel à la force de la littérature. La force de la puissance de résistance de la littérature, de la transmission des mots, la puissance du verbe. Qu'un bouquin, ça peut être c'est une arme de résistance, c'est une arme de défense, et que la culture est une arme de défense dans un cadre dictatorial. Et c'est vrai que nous qui vivons en démocratie, où effectivement la culture est un petit peu, je dirais pas accessible, elle n'est pas donnée, mais elle va de soi. Là, c'est avec des histoires de clubs, qui sont des histoires en plus qui sont inspirées d'histoires vraies, avec des histoires de clubs de lecture qui sont clandestins, où les élèves recopient des bouquins parce qu'ils savent que les bouquins vont être cramés. Et Taïwan, justement, et puis son histoire, il y a un très bon bonus dans le film, une présentation du film par Wafa Garmani qui justement remet un peu en contexte toute cette histoire de Taïwan qu'on connaît quand même très mal. Et qui a été un moment d'ailleurs que même les Taïwanais, et elle le dit, apparemment c'est un peu comme le Chili en fait. C'est une espèce de traumatisme historique et tout le monde veut oublier. Il n'y a pas d'inventaire. Voilà, tout le monde veut oublier, il n'y a pas d'inventaire et plus les gens essayent d'oublier et plus le refoulé refait surface. Le retour de bâton. Et c'est vraiment un film de retour du refoulé, quoi. C'est vraiment un film ce qui est assez cohérent finalement avec sa logique horrifique. Donc film petit budget, film qui a l'air de rien, un peu comme ça, mais qui en fait est à double ou triple fond et qui moi j'ai trouvé plutôt intéressant. Donc c'est des détentions de John Soo, sorti aussi en Blu-ray chez Spectrum Film avec un deuxième film en bonus, Get the Hell Out, qui là lui est complètement barré. Voilà, qui est une comédie potachesque en diable avec des zombies et des hommes politiques tous plus nuls les uns que les autres. Voilà. Documentaire. Rien à voir. Rien à voir. Donc voilà, on va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément Floret. Coup de cœur, moi ça va être Sugarland Express de Steven Spielberg. Son premier long métrage officiel pour le cinéma. Donc road movie qui fait la pure transition entre sa première œuvre de commande, si on peut dire, donc Duel en 71, et puis tout le reste de sa filmographie. Donc road movie burlesque, très nouvelle Hollywood, très nouvelle Hollywood, mais avec les germes de tout ce qui va se passer autour de la famille. Donc un film grandement mélancolique. Donc voilà. Fait par un mec de moins de 30 ans. Voilà. Le patron, c'était le patron, c'était déjà Steven, et c'est assez hallucinant de revoir ça. Je crois que c'est lui qui va gagner. Voilà. Merci Thibaut, docteur. Alors moi, ça sera une série que j'ai vue cet été, la série qui s'appelle Archive 81, série Netflix. Aucun rapport avec Syndrome 81. Non, aucun rapport avec Syndrome 81. Voilà, qui raconte l'histoire d'un homme qui est technicien qui fait de la restauration de vidéos en fait, et qui est engagé par un milliardaire pour restaurer une vidéo qui montre du fan footage avec une jeune femme dans un immeuble très polanskien avec un plan mi-le locataire, mi-Rosemary's Baby, où il se passe des choses cheloues et où les voisins sont bizarres, et donc il y a toute une espèce de double enquête comme ça qui se passe à la fois dans le présent et dans le passé. Et malheureusement Netflix, comme ils sont très intelligents, la série se termine sur un super cliffhanger de la mort et ils ont annulé la série purement et simplement, donc il n'y a qu'une seule saison. Erwan a passé tout son été à regarder des trucs qui ont été annulés les uns après les autres, voilà. Donc, mais c'est vraiment dommage parce qu'il y a les acteurs sont très bons, il y a une vraie identité visuelle, il y a une vraie ambiance. Et tu regardes le truc en disant mais qu'est-ce qui se passe, et moi j'aime bien ça, hein. Et voilà, et du coup j'étais très déçu de voir qu'il n'y avait pas de truc. Donc Netflix, vous êtes nuls, voilà, vous êtes nuls. Merci. Alors moi ce sera deux choses. J'ai revu le film de 2009 de S.S. Rajamouli, donc
le génie derrière RRR et les Bahubali notamment et Egan. Donc c'est un film de 2009 avec un tout nouveau jeu Ram Charan Magadhira, magnifique film d'action de danse, film historique et en même temps à la fois film contemporain absolument merveilleux. Déjà tout son génie était déjà là et tout son talent de mise en scène, c'est un pur plaisir à voir. Et sinon un documentaire actuellement sur Arte, comment le streaming a mangé la musique de Sofian Fanon, fameux journaliste notamment au Jour, qui écrit beaucoup sur la musique et sur l'usage des musiques dans le monde contemporain. Donc qui est un documentaire qui est basé sur sa série d'articles qu'il a fait paraître il y a quelques années, et c'est absolument passionnant sur l'évolution de la musique qui est à la fois en termes esthétiques et sa consommation à l'ère du streaming et à l'ère du MP3. Donc évidemment, ça passe par le téléchargement, Napster et compagnie, et comment est-ce qu'en fait, finalement, l'industrie a réussi à reconquérir le terrain qu'ils avaient perdu en faisant une offre payante, finalement. Ce qui fait que le téléchargement baisse, mais que l'offre payante en streaming augmente actuellement. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de mal pour télécharger des albums. Remettez-vous au CD. Voilà, exactement. Ou au vinyle. Voilà, Trop cher, les vinyles trop cher. Ouais. Vinyle, là, les vendeurs de vinyles, hein, je suis désolé, mais il va falloir baisser les prix, les gars. Hein. L'inflation justifie pas tout. Hein. Moi, je suis resté fidèle au CD. Moi. Toi, tu retiens les chansons par cœur dans ta tête. Exactement, c'est ça. Et puis après, je me les refais sous la douche. Exactement. Donc voilà, merci messieurs, merci beaucoup Ulysse à la technique pour cette première émission, bravo. On se retrouve la semaine prochaine, prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.